Vous êtes plutôt lézard sous le cagnard, songeur solitaire dans les bois ou aventurier à la rencontre des petites créatures, vous trouverez forcément votre bonheur dans la métropole grenobloise. Du sentier balisé au lac surveillé en passant par la forêt botanique et initiatique, les espaces naturels dévoilent leurs atours cet été dans Métropole Magazine. L'été sera chaud à Grenoble, ce n'est pas nouveau, mais la cuvette respire et peut offrir aux habitants de la métropole des sites d'une richesse incroyable, tant au niveau du cadre que de la biodiversité et des activités de qualité. Mais pour permettre tout cela, il faut bosser. Et c'est vous qui êtes le responsable, Jérôme Dutroncy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué à l'environnement, à l'air, au climat et à la biodiversité. Alors c'est une priorité absolue de la métropole, à égalité, on va dire, avec le développement économique et l'emploi. Chaque jour, il faut que la métropole respire un peu plus. Alors il faut qu'elle respire et il faut qu'elle préserve ces espaces naturels, cette biodiversité. C'est important parce que c'est le lien que nous faisons, chacun d'entre nous, à la nature dans laquelle nous existons, avec laquelle nous devons vivre et qui doit être une partie prenante de notre quotidien. Et il faut respecter justement cette nature, cette biodiversité, en favorisant bien sûr la qualité de l'air, d'où les aménagements, le développement des transports en commun, etc. Tout ça, c'est vraiment un gros travail global. Absolument. La politique en termes d'aménagement du territoire, elle doit, entre guillemets aujourd'hui, faire rentrer la nature dans la ville et faire venir la ville à la nature. Et ces espaces naturels-là, nos trames vertes et bleues qui se construisent, sont les éléments structurants d'une politique qui vise, encore une fois, à mieux connaître, à faire comprendre comment ça marche, comment la nature est au bénéfice de nos vies quotidiennes, autant pour effectivement une biodiversité riche qui va favoriser l'agriculture, qui va favoriser une eau de qualité, qui va favoriser un air de qualité aussi. Et puis, en même temps, être un cadre de vie favorable à des loisirs, favorable à une santé à la fois de l'environnement et du public la plus haute possible. C'est tout un cycle qui concerne tout le monde. Alors on va vous montrer justement comment la métropole respire grâce à ses poumons verts et vous inciter aussi à aller découvrir, pourquoi pas cet été, car certains ignorent sans doute que des sites, mais vraiment d'exception, se trouvent à quelques minutes seulement de leur domicile. 4 arrêts de tram maximum, c'est ça? C'est ça. La question, c'est de pouvoir y accéder à la fois à pied, en vélo, en voiture éventuellement, mais effectivement en grande proximité du milieu urbain, des cœurs de ville, des cœurs de village. Et c'est bien là, je dirais, la caractéristique première des espaces naturels métropolitains, c'est des espaces un peu intermédiaires entre les grands parcs qui nous entourent et puis les parcs plus communaux à l'intérieur de nos quartiers. On est bien à l'interface et c'est pour ça qu'on a à la fois une nature riche et plus riche que ce qu'on peut voir en ville et en même temps des grands espaces qui sont aussi des lieux de vie, qui doivent être des lieux de vie sur lesquels on a du public, on a une fréquentation du public nombreuse, des familles de tout âge d'ailleurs, et tout ça tout au long de l'année. Ils sont au nombre de 6, ces espaces naturels métropolitains, le parc Hubert du Bedou, le parc de l'Ovalie, les Franges Vertes, le bois des Vouillants, la base de loisirs du bois français et le parc de l'Île d'Amour qui nous accueille ici à Mélan. Et d'abord un petit point sur votre rôle, en l'occurrence, c'est quoi? C'est l'aménagement, l'entretien, la mise en valeur? Alors aujourd'hui, ce sont des équipes métropolitaines en régie, des agents métropolitains qui gèrent et entretiennent ces sites. On vient progressivement à améliorer finalement les plans de gestion, encore une fois, entre préservation d'une nature, avec des grands projets qui vont venir, notamment ici au parc de l'Île d'Amour,
voire une réhabilitation de zones humides avec une grande mare qui sera aussi peut-être un lien, un appui à une politique d'éducation à l'environnement au vu du grand public. Ça, c'est un projet. Ça, c'est un projet. Et puis l'entretien quotidien qui vise effectivement à canaliser finalement là où la fréquentation du public est la plus forte, faire en sorte que ces espaces soient propres, agréables à vivre, mais voilà, sur des espaces qui sont finalement dédiés à cette fréquentation du public, à contrario d'autres espaces qui sont eux peut-être à préserver un petit peu plus sous cloche, mais pour, encore une fois, faire en sorte qu'il y ait une richesse naturelle la plus importante possible. Alors, vous allez nous les présenter d'ailleurs dans un instant, mais on comprend que vous avez plusieurs lignes de mire qui sont propres aux caractéristiques de ces sites naturels. Il y a la préservation de la nature, mais il y a aussi offrir un cadre pour la détente et les loisirs aussi, finalement. Voilà, c'est le mot c'est ça, c'est aussi. On ne veut pas faire de ces espaces des endroits, je dirais des îles désertes où il ne s'y passe rien. Et puis surtout, on veut en faire des espaces, encore une fois, de vie et des espaces qui puissent être justement le lien retrouvé entre le citoyen, l'habitant et cette nature de proximité. On veut en faire des points d'appui d'une éducation à l'environnement de manière générale et des lieux qui aussi montrent finalement quels sont les impacts ou l'intérêt et les bénéfices de cette nature sur notre vie quotidienne. Et voilà, c'est important encore une fois de mettre en place justement sur ces sites un certain nombre de mobiliers qui soient du mobilier pédagogique par rapport effectivement à ce grand public. Et ils sont très différents alors, ces sites naturels, ces espaces naturels, mais quand même avec certaines ressemblances entre eux. Alors. Oui, alors il en faut pour tous les goûts, mais on a effectivement des espaces naturels qui sont plutôt urbains, le parc de l'Ovalie, les Franges Vertes à Cessin. Voilà, ce sont des espaces qui sont vraiment en proximité de la ville, qui sont généralement utilisés aussi pour des événementiels communaux. À côté de ça, on a des espaces qui sont plutôt sur les coteaux, effectivement, plutôt forestiers, plutôt du style de bois, plutôt liés à des activités de randonnée, plutôt sportifs. Comme le bois des Vouillants. Je pense au bois des Vouillants, je pense au parc Hubert du Bedou sur les franges de Saint-Martin-d'Air, Poisat et Bains. Et puis un parc de l'île d'Amour qui est le plus grand de ces espaces. Et qui est plutôt orienté prairie fleurie, avec de larges espaces qui ont plutôt des vocations à accueillir, encore une fois, des familles peut-être un peu plus nombreuses, avec des activités là aussi récréatives, en même temps que je dirais une utilisation, je dirais, encore une fois, comme un point d'appui pour de l'éducation à l'environnement, avec une nature de proximité forte et une continuité avec la ville. Les perspectives, c'est bien de faire en sorte que ces espaces ne soient pas des espaces fermés. Encore une fois, ils doivent être accessibles et ils doivent être reliés petit à petit au centre de la métropole et là aussi à ses coteaux, à son territoire tout entier. Oui, très intégré. Et d'ailleurs, ici, cet espace est particulièrement représentatif de votre démarche, ici. Oui, on voit que là, on a un espace qui est très entretenu, donc qui accueille le public. C'est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire on envoie le signal que les gens ont l'autorisation, entre guillemets, de s'approprier cet espace. Peut-être demain, d'ailleurs, pour d'autres activités agricoles, pourquoi pas du jardinage, pourquoi pas d'autres choses. Et puis, à côté de ça, des espaces qui ont vocation à ne pas être trop fréquentés, qui ont vocation à être préservés avec des prairies fleuries où on laisse effectivement la nature reprendre ses droits de manière effectivement complètement libre et préservée de la fréquentation du public. On n'a pas encore parlé du bois français, c'est à la fois un espace naturel mais aussi une base de loisirs, c'est un petit peu Grenoble-Plage et c'est Mathias Araès qui vous y emmène. Le poumon de Grenoble, la côte d'Azur iséroise, le bois français est un petit coin de paradis niché au tout début de la vallée du Grésivaudan. Pour un pique-nique ou pour se balader en famille en pleine nature, le site de 70 hectares est très prisé une fois les beaux jours revenus.
c'est un espace sensible et protégé. On laisse évoluer la faune et la flore. Et pendant 3 mois, les 3 mois et demi d'activité baignade, on amène quand même une population importante sur ce site. Donc il faut essayer de faire cohabiter un peu tout ce système qui est mis en place, mais ça se passe bien. Si certains cherchent l'ombre et la verdure de la nature, d'autres optent plutôt pour la fraîcheur d'une baignade. Un espace payant de 7 hectares avec un lac et une plage leur est réservé. Le lac baignade, il est uniquement dédié à la baignade. Il n'y a pas de plongeoir, il n'y a pas toutes ces choses-là. Après, il y a quand même des jeux pour enfants, une tyrolienne, un mât araignée pour faire de l'escalade en fait, des petits jeux qui sont toujours tranquilles en fait. Là, les gens viennent ici pour être dans la tranquillité. À seulement 10 km de Grenoble, le Bois français est en période estivale un lieu de détente pour une partie des métropolitains ne pouvant pas partir en vacances. Avec des tarifs très intéressants, puisque ne serait-ce que les enfants de moins de 7 ans ne payent pas l'entrée. C'est important et on voit qu'il y a quand même des familles qui sont en difficulté et ça leur permet de passer une journée agréable au soleil, au bord de l'eau. Chaque saison, la base de loisirs située sur la commune du Versou accueille entre 30 000 et 90 000 personnes, un chiffre qui varie en fonction de la qualité de l'été. C'est décidément une grande chance de pouvoir profiter d'un site comme celui-ci qui permet à la fois de lézarder, de jouer et de faire du sport. Oui, mais c'est un fleuron pour nos espaces naturels d'avoir une qualité. C'est presque un lieu de vacances parfois pour les habitants de notre agglomération. Mais vos objectifs, ce ne sont pas seulement les loisirs, il faut donc préserver l'environnement et la biodiversité et cela passe par l'éducation et c'est la base de vos aménagements ici. On est au jardin pédagogique de la métropole. Tout à fait, c'est important de faire de l'éducation à l'environnement et d'abord de le faire pour les plus petits. Et donc dans ces jardins qui existent depuis très longtemps, on accueille chaque année des centaines d'enfants venus de toutes les communes environnantes et ils ont l'occasion de mettre les mains dans la terre, de voir pousser les fleurs, les légumes, de revenir plusieurs fois d'ailleurs dans l'année pour voir aussi les cycles de la vie, les cycles d'évolution. Et tout ça est magnifique et assez progressivement amélioré, inclus petit à petit toutes les thématiques. On a ici l'agriculture, même la permaculture, mais on a aussi à côté de ça un verger, une mare pédagogique, des ruches pédagogiques qui permettent aux enfants effectivement de voir tout finalement ce qui constitue un écosystème et comment les choses fonctionnent ensemble. Et ce sont les scolaires qui peuvent profiter ici de ce jardin pédagogique. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Il y a beaucoup de fleurs, on voit aussi quelques légumes, donc ce sont toutes les espèces très diverses. On voit beaucoup de choses très très diverses effectivement. Là c'est aussi le talent de nos jardiniers métropolitains qui se donnent à voir avec effectivement des espèces très nombreuses, une diversité qui est aussi la base de la richesse en termes de biodiversité. C'est bien le fait d'avoir des choses très très différentes en proximité les unes des autres qui fait aussi la richesse de cet espace. Avec aussi, comme on le dit parfois, des insecticides tout à fait naturels puisqu'on apprend aussi aux enfants que les fleurs parfois peuvent aussi repousser les nuisibles pour la pousse des légumes. Vous avez parlé d'une mare, on va aller la voir tout de suite. Cette mare pédagogique, vous l'avez vue pousser, Jérôme Dutroncy? C'est ça, elle date de 2014, au début de mandat. C'est une initiative des jardiniers et qui effectivement montre encore plus comment la nature reprend ses droits petit à petit. Là, vous avez une mare qui arrive vraiment à maturité, mais pendant 3 ans, les choses petit à petit sont arrivées.
les plantes aquatiques, les espèces, les libellules, et tout un écosystème du coup qui se crée et qui fait aujourd'hui vraiment le plaisir des enfants. Quand on voit effectivement bouger les choses, c'est encore plus parlant pour eux. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Oui, parce qu'elle a été créée de toutes pièces, hein. Donc on voit ici cet aménagement et petit à petit donc la nature revient. On voit des grenouilles ici un petit peu partout, beaucoup de libellules, hein, c'est vrai. Beaucoup de libellules. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que quand vous avez un écosystème comme celui-là, les habitants à proximité pourraient s'inquiéter notamment des questions de moustiques. Et en fait, ici, vous n'en avez pas. Vous avez un écosystème qui fait que les prédateurs existent et que les choses s'équilibrent. Et donc, vous n'avez pas finalement l'ensemble des inquiétudes, des nuisances que parfois les citoyens pensent connaître et en tout cas pensent en lien, en conséquence directe de ces espaces naturels très, très sauvages. Et c'est vrai que c'est très instructif. Alors le cadre d'exception et les richesses naturelles de nos sites sont reconnus depuis des siècles et officiellement par un philosophe des Lumières. Notre région et en particulier le bois des Vouillans a émerveillé, inspiré Jean-Jacques Rousseau, un passionné d'histoire et guide conférencier Vincent de Taillandier vous raconte cette histoire. Rousseau était un petit peu un paria à cette époque-là. Il avait donc quitté l'Angleterre après sa dispute avec le philosophe Hume. Il ne pouvait pas rester à Paris parce que le Parlement de Paris et la police royale ne voulaient pas de lui. Il s'était mis à dos quand même beaucoup de gens. Et donc, étant présent à Lyon chez des amis, il a eu l'idée de se faire recommander de venir à Grenoble par ses amis qui lui ont recommandé justement d'être accueilli par un marchand gantier et de venir en Dauphiné pour herboriser, puisqu'on lui laissait pratiquement que cela. Il lui était interdit d'écrire, de s'exprimer. Et donc la botanique, par contre, c'était la thématique à laquelle il pouvait se consacrer. Jean-Jacques Rousseau est quelqu'un de solitaire, d'austère et qui surtout voulait avoir la tranquillité. Il se sentait quand même un petit peu surveillé par la police royale et c'était le cas même à Grenoble puisqu'apparemment, effectivement, la police avait donné l'ordre à l'intendant du Dauphiné de savoir ce que faisait Jean-Jacques Rousseau. Et il est certain que dans les environs de Grenoble, non seulement il était dans son aliment, dans la nature, qu'il aimait beaucoup, mais aussi il se sentait plus lui-même et puis peut-être moins surveillé qu'en ville. Le voici, ce désert Jean-Jacques Rousseau, qui d'ailleurs n'a véritablement rien d'un désert ici. Non, il est très fréquenté, mais c'est vrai que c'est un espace extraordinaire entre deux falaises, avec beaucoup de choses très remarquables, des arbres multicentenaires, une nature très très particulière qui donne vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Oui, c'est ça, c'est un décor qui se prête véritablement à la rêverie, hein, comme l'écrivait Rousseau d'ailleurs. Quelles sont vraiment les spécificités de ce lieu? On est ici vraiment à flanc du Vercors? Là, on est effectivement sur les flancs du Vercors, vraiment situé entre, encore une fois, les villages en dessous, Cessinay et Parizet, la ville de Fontaine. On est un peu à la jonction de tout ça avec des espaces qui, pendant des années, ont été des espaces agricoles, du pastoralisme. On a là aussi une forêt et le bois des Vouillans qui entoure ces lieux et qui en font un espace naturel très particulier. Alors, il est très particulier en ce sens où on peut s'y promener et véritablement apprécier cette nature avec certains arbres qui sont très certainement bicentenaires aussi et que peut-être Rousseau a connus. Certainement. Il adorait effectivement parcourir les réserves locales et aller cueillir les fleurs sauvages. Ici, non, on a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ici, c'est la faune sauvage, c'est encore une fois des choses remarquables, les arbres remarquables, et tout ça dans un endroit qui est très très préservé. On entend vraiment les oiseaux, on entend le bruit du vent souffler dans les feuilles. C'est voilà, encore une fois un espace qui se veut aussi un espace paisible. On vient se ressourcer.
Et qui se prête aussi aux pratiques sportives. Alors on disait qu'il est effectivement fréquenté par les promeneurs, par les sportifs aussi. On peut ici pratiquer du vélo. En fait, la spécificité de ce lieu, c'est qu'il se prête vraiment à diverses activités. Et vous vous êtes organisé justement pour ça, pour accueillir tous ces publics? Alors on fait en sorte sur les sites, sur les espaces naturels, d'avoir des comités qui regroupe l'ensemble des usagers, et ça va du forestier aux chasseurs, aux cyclistes, aux randonneurs ou à l'agriculteur évidemment sur ce genre d'espace naturel-là. Et l'idée c'est de vraiment partager les usages, partager les projets aussi et faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble et avoir effectivement des activités diverses qui ne se marchent pas dessus et qui vivent ensemble. Mais ça c'est nouveau, ça se fait aussi sur les autres espaces naturels? Alors c'est assez récent, on les met en place sur chacun des sites, mais celui du Bois des Vouillans existe depuis assez longtemps, depuis plusieurs années. Et il a vraiment vocation à régler aussi parfois des petits conflits d'usage entre ces différentes activités. Demain, ce sera notamment la question du VTT de descente, puisque sur ce site sera bientôt labellisée cette activité avec un certain nombre d'aménités, d'amélioration dans la signalétique aussi, pour faire en sorte que le VTTiste ne vienne pas empiéter sur le randonneur et que l'un et l'autre aient leur place à égalité sur un tel site. Alors ça c'est aussi votre mission, c'est l'aménagement. On voit un parking à l'entrée, de la signalétique un petit peu partout. Oui, de la signalétique, toujours de l'éducation à l'environnement. On a des panneaux qui expliquent la faune présente ici, des aspects peut-être plus géologiques, historiques. Et l'idée, c'est de faire en sorte aussi d'avoir des espaces, encore une fois, récréatifs, où on a d'autres activités peut-être plus familiales, des barbecues l'été, voilà, des espaces où on a une fréquentation du public très très importante. Ce n'est pas le cas forcément du désert ici, mais encore une fois c'est un équilibre entre préservation de la nature et fréquentation et accueil des différents publics. Alors les amoureux de la randonnée parmi ces publics, ils n'ont que l'embarras du choix dans notre métropole. C'est vous aussi qui êtes chargé de l'aménagement et de l'entretien de 865 km de sentiers qui sont balisés. C'est notre reporter Hugo Marseille qui vous y emmène. La particularité aussi de ce réseau de sentiers, c'est qu'il est accessible avec les transports en commun. Plus de 80% du réseau est accessible soit par le tram, soit par un terminus de bus. Donc c'est une force aussi de ce réseau de sentiers, c'est pour ça qu'il est très fréquenté, puisque même si une personne n'a pas de véhicule, il peut bien sûr monter sur les coteaux à partir de transports en commun. Donc la métropole gère 865 km répartis sur les 49 communes, donc sur les 3 massifs bien entendu, Vercors, Chartreuse et Belledonne. Au-delà de l'entretien et du balisage, on participe à la valorisation des sentiers. Donc on organise 2 métro-rando annuellement. Ces 2 métro-rando sont choisis de façon à faire découvrir le territoire aux Grenoblois et à tous les habitants de la métropole. Donc la prochaine métro-rando, ça tombe bien, aura lieu là le 30 septembre prochain. Donc un départ depuis ce magnifique parc de Fiancais à Saint-Égrève. Cette métro-rando permettra aux randonneurs de monter sur les contreforts de la Chartreuse jusqu'à Proveysieux pour le grand parcours. Et on va terminer cette émission par les 2 coups de cœur. Votre sentier préféré, qu'est-ce que c'est, Jérôme Dutroncy? Quand j'y pense, je pense à notre métropole montagne et à ses points culminants. Et je pense que notamment j'apprécie beaucoup Chamchaude et son point culminant à plus de 2000 mètres et qui reste effectivement dans le périmètre métropolitain et qui est magnifique. Absolument. Et puis nous avons ici beaucoup évoqué ces 6 espaces naturels métropolitains. Pour l'instant, votre préféré, c'est lequel aussi? Alors, je serais peut-être un peu chauvin en disant que c'est le Bois des Vouillans, puisque je suis habitant de ces lieux, mais non, j'aime beaucoup le parc L'Île d'Amour. C'est un lieu très très particulier, qui est probablement l'un des plus fréquentés aussi de nos espaces naturels.
Après, évidemment, ces espaces naturels, ils sont très nombreux, ils ont vocation aussi à s'élargir. Je sais que, je pense que demain, les habitants auront une grande envie de découverte du bois des Sablons, de la boucle des Sablons, de la Chartreuse de Prémol sur la commune de Volnavez-le-Haut, les réserves naturelles régionales que sont les îles du Drac ou les étangs de Haute-Jarry sur le sud de l'agglomération, qui sont aussi des espaces extraordinaires. Et puis peut-être un qui sera très très particulier et qui viendra se planter à la jonction, à la confluence entre le Drac et l'Isère, à la pointe de la presqu'île, qui sera peut-être, qui sera la future réserve métropolitaine, là où on observera peut-être aussi des grands oiseaux et ces rivières qui font effectivement qui structurent notre territoire. Ah, ça c'est un scoop alors. Donc pour l'instant, il y a 6 espaces naturels métropolitains. La métropole est donc ouverte pour d'autres projets. On sait que ça va se faire alors. Ça va se faire, c'est en cours et c'est bien les politiques de biodiversité qui font qu'on ouvre de nouveaux espaces, qu'on permet effectivement ces espaces, ces réserves de devenir peut-être demain des espaces où à la fois les gens iront et découvriront encore ce territoire qui n'arrête jamais de nous surprendre. Eh bien, merci beaucoup de nous en avoir dit plus et de nous avoir incité à la découverte de ces sites qui effectivement, comme celui-ci, sont exceptionnels. Merci à vous de nous avoir suivis et très bel été.